Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On reprend notre émission avec Stan après une petite période de vacances et autres festivités ici et là. On est très content de reprendre et de reprendre notre rythme frénétique. Je suis donc accompagné de mon bon ami Stan. Stan, ça va ? Salam les gars, salam tout le monde. Salam à tous les fans de football. Ça fait plaisir de vous retrouver, franchement. C'est vrai qu'on a eu un petit moment off, mais bon, c'était pour des choses importantes. Vous avez eu l'occasion de le voir. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir de revenir. Et là, je suis chaud. Franchement, je suis chaud. Je suis très chaud. Je suis chaud comme Arsenal en ce moment. Donc faites attention à moi. Bah, tu lances bien les hostilités parce qu'effectivement, pour ce sujet de reprise, on se disait... Il y a eu plusieurs week-ends de foot, là, les championnats ont repris et personnellement, il y a 3 équipes plus que n'importe quelle autre qui m'ont vraiment impressionné, qui font un top départ assez extraordinaire. C'est le Paris Saint-Germain, c'est Arsenal et c'est le Bayern Munich. Les 3 équipes ont pris tous les points qu'il y avait à prendre, 9 sur 9, 3 victoires en 3 journées et avec des niveaux de performance qui sont assez remarquables. Certaines équipes qu'on n'attendait pas forcément là, bref, plein de trucs à discuter. Et aujourd'hui, on veut faire un petit pêle-mêle de tout ça et prendre la température. Du coup, peut-être Stan, si ça te dit, tu peux commencer. Toi, parmi les 3, laquelle t'impressionne le plus, t'a fait le plus, t'a procuré le plus d'émotions, de sensations et pourquoi tu dirais ? En fait, déjà à la base, il faut qu'on soit sérieux. Cette saison, c'est déjà une saison particulière, tu vois. On sait qu'il y a une Coupe du Monde qui s'en vient et ça fait que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs dans certains clubs qui, dans leur préparation mentale personnelle en fait de leur saison, sont déjà peut-être dans cette Coupe du Monde-là, sont déjà peut-être en train de la jouer, sont peut-être en train de rêver peut-être d'aller le plus loin possible. Et donc j'ai l'impression que ça a une influence énorme sur la manière à laquelle ce début de saison est en train de se dérouler dans certaines équipes. Parce que quand on regarde le Paris Saint-Germain, effectivement, ils sont forts. Franchement, je l'ai dit, ça fait mal. En fait, Willou, la vérité, c'est que tu vois, je ne sais pas pour toi, là-bas, du côté de Lyon, tout ça, vos sentiments, mais c'est qu'à travers le monde, tu vois, les gens aiment bien voir Paris souffrir. Mais là, Paris, ils sont très forts. Et tu les regardes, tu te dis, waouh, il y a peut-être corrélation avec ce mondial-là quand tu vois la performance de Messi et de Neymar. Le Bayern, franchement, il n'y a rien à dire, machine de guerre. J'ai regardé tous les matchs de Bundesliga depuis le début de la saison. C'est une première même dans ma vie, franchement. Tout ça à cause de Sadio Mané. On sait pourquoi. On sait tous, je te dis ça à cause de Sadio Mané, franchement. Mais le Bayern, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont là, ils jouent contre des Bochum, ils mettent des 7-0, des 7-1, des trucs comme ça. C'est des scores de tennis. Par contre, franchement, en toute honnêteté, si on doit parler aujourd'hui d'une équipe qui impressionne le monde, une équipe que les gars s'y attendaient pas. C'est-à-dire que dans leur subconscient, dans leurs rêves les plus fous, la plupart des gens qui aiment le football, tu les réveilles à 4 h du matin cet été, tu leur demandes si Arsenal aurait fait ce début de saison, ils t'auraient dit non, c'est impossible. Et pourtant, Arsenal est en train de le faire. Et c'est là où moi j'ai envie de te dire, Willou, que franchement, en toute honnêteté, pour moi, de toutes les équipes qui en ce moment sont en train de faire un beau début de saison, Arsenal est numéro 1. Et je suis prêt à débattre avec n'importe qui parce que j'ai des arguments pourquoi Arsenal est le numéro 1. Ouais, alors, vas-y. Non, numéro 1, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si tu regardes toutes ces autres équipes-là, j'ai envie de dire que ce qui se passe là-bas, c'est normal. En fait, c'est normal. Franchement, c'est normal. Paris, ils sont en train de faire un très bon début de championnat. Beaucoup de respect à eux. Mais ce qui se passe là-bas, en ce moment, c'est normal. Qu'on me dise que Galtier est en train de faire un superbe début de championnat en tant que coach au PSG français qui a été décrié par certains au début, je suis d'accord. Mais qu'on soit là en train de dire que ouais, Neymar il fait un grand match, Messi fait un grand match, c'est le minimum que ces tocards-là ils pouvaient faire parce que c'est le niveau qu'ils ont franchement. Donc pour moi, Paris est en train de jouer à son niveau. C'est bien qu'il y ait une cohésion. Le Bayern, le championnat est trop facile. Ça, c'est même pas la peine de débattre. Arsenal, c'est une équipe de nullards. C'est une équipe de nullards qui aujourd'hui, franchement, avec un mercato cohérent, est en train de bluffer le monde. Et c'est là où c'est sensationnel. Là où tout le monde est allé chercher des attaquants très chers, des Haaland, des Darwin Núñez, des gars à 80, 100 millions, etc. Nous, on est allé chercher Gabriel Jesus pour 50 et quelques millions. Ça, si ce n'est pas un braquage, que veut le peuple ? Que veut le peuple? C'est ça le braquage à l'italienne que Arteta et Edu ils ont fait. Franchement, en toute honnêteté, parce que Gabriel Jesus, c'est la plus-value dans ce championnat-là. C'est une valeur sûre. C'est un gars qui a performé pendant des années et il est en train de bluffer le monde entier en ce moment. Franchement, en toute honnêteté, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est R9 Zema. Mélange entre Benzema et R9. Il est trop fort, il est trop fort. Ouais. Que dire après du recrutement qui est cohérent défensivement? On a ramené Saliba. Regardez le début de championnat de Saliba. Regardez Arsenal cette saison. Regardez cette stabilité défensive. Regardez la manière à laquelle certains joueurs sont montés d'un palier. Ben White, depuis le début de la saison, il est très bon, Saliba. Pas besoin de parler. Gabriel, il est excellent. J'ai eu l'occasion de dire qu'est-ce que Eder Militao a de plus que Gabriel.
J'ai fâché les fans du Real, c'est leur problème. C'est leur problème s'ils sont fâchés, franchement. Ils n'ont qu'à me dire qu'est-ce que Militao a de plus que Gabriel. Donc moi, il y a tant de choses dans ma tête. Hein? Une Ligue des Champions. Une Ligue. Et plus de sélections en équipe nationale. Ouais, non, cet Arsenal est vraiment voilà. Hardcore. Tu prends tellement de plaisir devant leur match en fait. Et bon, je te rejoins totalement sur l'idée qu'il y a des équipes qui sont impressionnantes et il y a d'autres équipes qui sont impressionnantes et surprenantes. On ne s'attendait pas à voir Arsenal à ce niveau de compétitivité, même si quand tu regardes leur match de pré-saison, on commençait déjà à prendre un peu la température, à avoir des indications là-dessus. Mais bon, sur Gabriel Jesus, tu l'as dit, quel joueur c'est, son bilan statistique, c'est même juste une toute petite partie de l'équation parce que sur le terrain, les contrôles orientés en une touche, tu parles de Benzema R9, il y a un peu de Bergkamp aussi dans la manière dont il se retourne. Oui, sur le premier but d'Odegaard contre Bournemouth, là, son contrôle orienté sur un ballon aérien, ouais, c'est juste une folie. Et je pense que cette équipe a vraiment trouvé son équilibre et je pense qu'elle a ciblé les zones où il fallait se renforcer et a fait deux superbes pioches. C'est Gabriel Jesus et c'est Zinchenko. Zinchenko, le match aussi qu'il fait contre Bournemouth, pour couvrir la profondeur, la sérénité technique qu'il a. Il y a des moments où il va couvrir et en 1 contre 1 contre l'attaquant qui vient le presser, il l'élimine et ensuite ça peut repartir tranquillement. Ce qu'il imprime dans cet effectif et puis aussi l'intelligence tactique. Zinchenko, bien sûr, c'est ce meneur de jeu reculé qu'on a vu latéral gauche sur le papier et puis parfois tu le voyais milieu central, même à droite de Thomas Partey. Donc en fait, le gars est partout. Ouais, je pense que j'ai regardé les 3 premiers matchs d'Arsenal cette saison. Les 3, j'ai tout vu et je le regarde comme le nouvel épisode d'une série toutes les semaines. Genre là, j'ai quasiment hésité à me mettre sur mon calendrier tous les horaires des matchs d'Arsenal parce que je prends juste tellement de kiff à regarder cette équipe. Un petit mot pour Martin Odegaard aussi. C'est les appels dans les bonnes zones et tout. Ouais, c'est un total régal. Et surtout que, Willou, moi j'ai envie de rajouter à cela, parce que c'est là où je dis qu'aujourd'hui, je suis d'accord que dans les autres championnats, les gars sont en train de faire de bons départs, mais il y a un outsider là. En fait, dans tout ça, il y a un outsider. Et l'outsider, c'est bien Arsenal. Parce que, regarde, Martin Odegaard qui a été nommé capitaine en début de saison. Ça n'a pas beaucoup, les gens n'ont pas beaucoup parlé parce que c'est nous, ça ne les intéresse pas. Mais en réalité, moi, j'étais là, je disais, ok, c'est bien, c'est un jeune homme, il a beaucoup bourlingué, il est arrivé au Real très tôt, à 16 ans, on s'en rappelle, tu vois, on parlait de Odegaard, moi je pensais que le boy, à 18 ans, il allait devenir genre, ballon d'or, qui sait, je ne sais pas, ça parlait beaucoup. Mais ça a pris du temps, mais aujourd'hui, il est arrivé à maturité. Et tu sens qu'il porte ce rôle de capitaine-là, mais en plus d'être un capitaine, parce que tu sens que ce n'est pas le boy qui a l'air le plus vocal, mais je sens qu'il parle, je sens qu'il s'exprime, il se fait respecter et il se fait respecter aussi par son talent. Et comme tu dis, il est très intelligent. Moi, Odegaard, quand je le vois jouer au football, je me dis, mais vous vous rendez compte en fait des prix qu'on a payés pour ces joueurs? Les gens rigolent avec nous en fait. En fait, comme j'ai dit, on a été les nullards de la classe. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque année, les nullards, ça change. Comme dans n'importe quelle classe en fait. Tu ne peux pas être dernier tout le temps. Tu ne peux pas être dernier de la 6e à la terminale quand même. Il faut faire des efforts. Et cette année, franchement, il y a cette amélioration-là qui me laisse dire que Arsenal, en toute honnêteté, est en train de faire le meilleur début de championnat, tout championnat confondu. Parce que franchement, il n'y a personne qui fait cela. En termes de solidité défensive, cette équipe-là, elle est bluffante. On a encaissé des buts, mais il y a eu un but contre son camp, il y a eu quelques buts vite fait par-ci par-là, je pense qu'il y en a eu 2 ou 3, mais quand tu regardes cette équipe-là, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qu'il n'avait pas l'année passée. Le milieu de terrain d'Arsenal est un milieu de terrain qui aujourd'hui franchement est sensationnel. Je regarde la Première Ligue et je me dis, ce que Thomas Partey fait en ce moment, je pense que dans toute la Première Ligue, peut-être N'Golo Kanté s'il revient ou Casemiro à Manchester United peuvent essayer de le concurrencer en fait. Mais aujourd'hui, on a le meilleur 6 de la Ligue. On a le meilleur 6 de la Ligue. On a un gars, il est trop solide en fait. Il est au top de sa forme. Granit Xhaka, ce tocard-là, il devait partir. Il n'est jamais parti. Il est là en train de jouer d'une manière extraordinaire. Sans compter qu'on n'a pas encore vu Fabio Vieira et tout. Pour moi, le mercato d'Arsenal est très cohérent. Et je te rappelle que pour le moment, ce n'est pas encore fini. Pedro Neto. Nous, on est méchants en fait. Willou, arrête la vidéo, Willou, arrête cette vidéo-là. Parce que je ne sais même pas pourquoi tu veux discuter avec moi. Vous voulez parler des paris, des Bayern. J'ai dit, c'est nous les goths. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai, j'avais même pas pensé à Fabio Vieira qu'on va voir. Et puis même Smith Rowe, on l'a pas vu tant que ça encore. Il y a juste, il y a grave du talent. Ouais.
très très kiffant à suivre. Et bon, en tout cas, s'ils font le meilleur début de saison, tout championnat confondu, on va parler un petit peu des autres, mais c'est sûr qu'ils font leur meilleur début de saison depuis quasiment 20 ans. Je crois qu'ils n'avaient pas remporté leurs 3 premiers matchs depuis 2004, un truc comme ça. Ouais. Bon, ça va dans la bonne direction. Et on n'hésitera pas à revenir sur Arsenal si tu as encore des trucs à dire. Mais pour l'instant, j'ai envie de parler quand même de ce qui était un peu mon choix, je pense, avant de faire la vidéo. Moi, je penchais plus quand même Paris Saint-Germain. Il y a une petite affinité. Tu me demandais par rapport à Lyon comment on voit les choses de Lyon. Je pense que, mec, à Lyon, ça fait bien longtemps qu'on s'est résigné à être dans l'ombre du PSG sur la scène nationale. Et moi, je kiffe voir cette équipe performante parce que professionnellement, je suis quasiment obligé de la regarder tous les week-ends. Donc, quand ça se passe mieux, c'est bien mieux. Tout le monde prend plus de plaisir. Et contre Lille, j'ai pris un plaisir démentiel. Cette équipe-là, elle a totalement changé de visage. Elle est devenue beaucoup plus équilibrée. Je pense que l'apport de Vitinha dans cette formation, pour le travail de préparation, pour même ce que tu peux mettre en place sur la pression, harceler le milieu de terrain adverse, ça change tout. Ça fait que tu as aussi tes gars, tes offensifs qui sont moins obligés de décrocher constamment. Qu'est-ce qu'on nous a bassiné avec les décrochages de Mbappé, voire de Neymar qui voulaient prendre le jeu à leur compte dans la moitié de terrain parisienne. Avec Vitinha et Verratti, cette paire-là, elle équilibre tellement le PSG et tu peux avoir tes offensifs, tes stars qui combinent surtout dans le dernier tiers, là où tu as envie de les avoir. Donc ça, pour moi, ça change vraiment tout. L'arrivée de Vitinha, c'est une hyper bonne pioche. J'en avais parlé un petit peu en vidéo. Et puis après, je pense que tu as commencé à mettre le doigt dessus, mais la mentalité, c'est effectivement une équipe différente. Moi, j'ai toujours déploré de voir au Paris Saint-Germain une équipe qui tombe dans la facilité quand elle commence à mener. Et presque, tu peux pas lui en vouloir parce qu'en Ligue 1, elle a tellement d'avance par rapport. Et quand tu mènes 3-0 contre Clermont et tout, on peut comprendre que tu as envie de te faire un petit peu plus plaisir ou... Mais là, il n'y a plus cette arrogance et il y a juste l'envie de démanteler ton adversaire. Et Lille, le truc qui est ouf avec ce match, c'est que Lille fait même pas un mauvais match. Lille fait franchement un bon match. Et Lille, je pense, c'est une équipe qui va faire top 5 cette année. Elle est cohérente, intéressante dans plein de zones. Fonseca, ça joue bien au foot. Ça pressait plutôt pas mal. Il y a de la combinaison. Et ça prend 1-7 à domicile contre ce PSG qui est juste trop fort. Donc je sais pas si tu as vu le match ou ce que tu en as pensé ou si tu vois un peu le PSG ces dernières semaines, mais ouais, moi ça m'impressionne vraiment. Non, j'ai eu l'occasion de voir Paris, ils ont joué 4 matchs depuis le début de la saison, si je compte le trophée des champions. Ouais, c'est ça, j'en ai vu 3, j'ai pas vu celui du week-end dernier, mais le PSG Lille, je l'ai débriefé, j'ai regardé et franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. Et comme j'ai dit, c'est-à-dire que cette équipe-là, tu sais qu'on a fait la vidéo sur Neymar, on en a discuté un peu, et on en parlait un peu en se disant, est-ce que Neymar, et je te disais que Neymar, en fait, tu sens que c'est un émotionnel, tu vois, c'est ce genre de personne-là, et on peut pas lui enlever ce trait de caractère-là, et aujourd'hui, pareil, en train de surfer sur une émotion. Maintenant, le problème que j'ai quand tu surfes sur une émotion, c'est est-ce que la personne qui est leader, je dis bien, est capable de maintenir ce même cap-là, de maintenir cette même ambiance-là et de maintenir cette même force émotionnelle-là qui porte le PSG. Parce que le PSG, c'est pas la force tactique, c'est pas la force technique, parce que les gars sont forts. Enfin, la vérité, elle est là. Les gars sont forts. Je regarde le 11 de départ de Paris. Franchement, c'est un 11 de départ FIFA. Mais c'est qui veut pas jouer avec Paris? Qui veut pas avoir en fait Donnarumma, qui veut pas avoir Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe? Déjà dans FIFA ça va vite. Après au milieu de terrain tu as Vitinha, Verratti, ça joue bien. Tu rajoutes les 4 devant, mais c'est mort, c'est pour être là, accélérer pendant tout le match, faire des appels en profondeur. Donc le PSG aujourd'hui, pour moi, c'est juste une question de est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était capable de rassembler le groupe émotionnellement? Et sur ce point-là, franchement, entre toi et moi, je donne tout le crédit à Christophe Galtier et c'est là où je dis qu'effectivement, Paris peut concurrencer Arsenal sur le fait que cette saison, ils font un début de saison qui est vraiment différent. Maintenant, est-ce que c'est un début de saison qui est bluffant, qui est extraordinaire? Je ne sais pas. Parce qu'en termes de football, oui, c'est bien, ça marque des buts, c'est vrai. Tactiquement, tu sens qu'il y a des changements, mais je pense que d'un autre côté, c'est normal. Ce club-là peut le faire, ce club-là doit le faire. C'est ce genre de niveau-là auquel ils doivent aspirer. C'est ce genre de méchanceté-là auquel ils doivent aspirer. Ils doivent taper tout le monde des 4, des 5-0 normalement, galérer de temps en temps, mais c'est ce genre de mentalité-là qu'ils doivent avoir. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Christophe Galtier, pour moi, il a réussi à remettre une cohésion d'équipe et à remettre Neymar, j'ai l'impression, émotionnellement bien. Et ça se voit. Franchement, Neymar, quand je le vois jouer au foot, là, j'ai dit, il est différent. Hein?
J'avais fait la comparaison en disant que Neymar, c'est le Joker. En disant que de temps en temps, tu le vois, il rigole, il a l'air heureux, mais il rigole, il est triste, mais après, il est triste, mais il est heureux. Tu ne comprends pas son émotion, mais là, pour la première fois, je vois un Neymar épanoui, un Neymar qui a l'air très bien, un Neymar qui, voilà, franchement, même malgré le petit penalty gate qu'il y a eu, tout ça et tout, vite fait, j'ai l'impression que ça s'est réglé. En tout cas, dans le match face à Lille, moi, j'ai vu une équipe qui jouait ensemble, des gars qui étaient généreux, qui cherchaient à se trouver les uns pour les autres et tout. Donc, pour moi, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Paris Saint-Germain est en train de faire un début de championnat extraordinaire. Maintenant, Willou, la question qu'on se pose tous, c'est de savoir est-ce que ça va durer? C'est pourvu que ça dure, en fait. C'est un peu ça le problème avec le PSG. C'est que le passé ne nous rassure pas. Tu vois un peu? C'est sûr. En plus, moi c'est vrai que le petit frein que j'ai à mettre le Paris Saint-Germain tout en haut de cette discussion, c'est que par rapport à Arsenal, le PSG, c'est une équipe que tu vas juger en février, mars, avril, pas avant, tu vois. Et moi, j'ai toujours des réserves sur Christophe Galtier parce que je ne sais pas si Paris sera capable d'activer cette vitesse ou arrivera prêt à ces rendez-vous-là. Et du coup, c'est vrai que tu vois ce début de saison tout feu, tout flamme, mais si dans 8 mois, on te dit « Ouais, mais après, le PSG a rencontré le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions et ils n'ont pas pu rivaliser sur la pression et ils sont sortis parce que finalement, on a retrouvé du 7+3, comme on en a vu un peu contre Lille. » En vrai, alors ça pressait un peu plus que la saison passée, mais il y a des moments aussi où ces offensifs, bon, c'est pas leur qualité principale, et ça s'est vu. Une simple passe centrale de Léo Jardim pour Angel Gomez, ton trio offensif était battu, et tu te retrouves un petit peu dans une difficulté. Donc voilà, moi je pense que ce qui m'impressionne à Paris, c'est plus que j'ai l'impression que des leviers ont été trouvés, et pas des leviers économiques, mais plus des leviers psychologiques pour réussir à mettre des défis en place qui motivent ces gars-là. Effectivement, battre tous les records de buts, le record d'invincibilité apparemment qui a été évoqué par Luis Campos, le défi qui a été posé aux joueurs, aussi... parmi les records, il y a quand même ce but marqué à Lille au bout de 8 secondes de jeu. Tu vois, il y a déjà... Je ne sais pas comment ça a été mis en place ou réfléchi, mais je vois bien Galtier dire et enseigner à son collectif cette approche qui avait déjà été mise en place par Bournemouth ou le Real Madrid sur les années passées, et leur dire, ok, nous, on va la marquer celle-là, et on va prendre un record, ou en tout cas, on va faire parler de nous en bien, positivement, avec une prépasse de Neymar pour Messi, de Messi pour Mbappé. Enfin, il y avait quelque chose autour de ça, je pense, qui va plus loin que simplement marquer un but. C'est aussi créer une entente, créer quelque chose de fort, et créer une histoire positive autour de ce PSG. Et là, le levier, il a été bien activé. Enfin, je dirais que ce PSG, il m'impressionne. Mais la raison pour laquelle je mets un petit bémol, c'est qu'il m'impressionne parce qu'il tient aussi sur 3 gars dont on sait que le capital physique, et généralement, ça ne dure pas toute la saison. Je pense à Neymar, je pense à Verratti et je pense à Sergio Ramos. Là, c'était un peu la colonne vertébrale de ce Paris Saint-Germain, par exemple, contre Lille. Rien ne te garantit qu'eux seront frais et pas blessés quand ce sera les matchs importants, les tours importants de Ligue des Champions. Et voilà, ça c'est peut-être aussi le truc qui me freine, mais je dois dire quand même que si je disais Arsenal, c'est un peu la série que je regarde chaque semaine et je ne veux pas manquer le prochain épisode, le PSG, comme tu l'as évoqué, c'est le jeu vidéo. Je regarde un match du PSG contre Lille, j'ai l'impression, moi, d'être en train de jouer à l'époque à PES5, en train de faire ma Masters League, avec tous les meilleurs joueurs que j'ai achetés, parce que c'est la 4e, 5e saison, j'ai toutes les stars, et ça tape des scores de jeux vidéo à chaque match. C'est des 5-0, des 5-1, des 4-0, des 7-1, c'est juste un délire. Et c'est un type de foot aussi qui me parle plutôt. Il manque un peu la pression, ça j'aimerais plus, mais le jeu court, les passes dans les intervalles de Messi, le jeu en une touche dans la surface de réparation, l'apport des pistons aussi, Nuno Mendes, le début de saison qu'il fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment kiffantes à regarder et où je vois plus de maîtrise qu'Arsenal. Arsenal, par exemple, contre Leicester, il y a eu des petits moments où tu te fais peur, tu vois, Aaron Ramsdale, t'encaisses 2 buts. Bon, c'est différent. Je pense que si demain il y a PSG Arsenal, je mets quand même le PSG vainqueur. Et c'est ça qui m'empêche de mettre définitivement Arsenal. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu as dit un truc très pertinent tout à l'heure. Effectivement, on ne nous juge pas sur les mêmes choses. Tu juges Paris sur une saison en Ligue des Champions en te disant qu'est-ce qui va se passer au courant de la saison et tout, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir. Tu juges Arsenal sur une capacité à pouvoir revenir et faire partie des 4 premiers. Donc du coup, déjà là, on ne boxe pas dans la même catégorie, quoi. Techniquement, eux, c'est des poids lourds. Nous, on est poids mi-lourds, peut-être poids coq, tu vois.
on aspire, tu vois, à aller vers les grands, ou en tout cas à revenir à un certain niveau. Donc effectivement, on ne nous juge pas sur la même chose. Et c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que Arsenal, en ce moment, pour moi, c'est le fait d'avoir surpris tout le monde, le fait d'avoir bien commencé, c'est bien. Après, moi, je resterai très réaliste en tant que supporter quand même, qu'il reste encore 35 matchs à jouer et que tout est encore possible en Première Ligue. On connaît ce championnat-là, surtout que ce début de championnat est assez compliqué pour les grands. D'un autre côté, le Paris Saint-Germain, si j'ai envie de les juger, au-delà même du football et des buts qu'ils ont eu à mettre et des scores flamboyants, tout ça, de cette cohésion d'équipe de Galtier, comme on dit, l'aspect psychologique qu'il a amené en plus dans cette équipe-là, j'ai envie de dire aussi que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Nasser. C'est un détail, mais moi dans ma tête, je ne sais pas, c'est un détail important. Quoi. Je me dis, c'est bien, moi quand j'entends pas Nasser, c'est bien. Parce que je dis, c'est bien, ce club-là a besoin d'être mieux géré. Ça fait longtemps qu'on en parle en fait. Au-delà même du terrain, le Paris Saint-Germain, je suis désolé, quoi, c'est un bordel administratif. Et c'est pas normal. C'est pas normal, quoi, parce que c'est un grand club qui, en tout cas aujourd'hui, c'est devenu un grand club par la force financière, mais aussi par les résultats de manière sur le plan national. Donc à un moment donné, quand même, il y a une certaine cohésion que tu dois avoir. Tu dois être le grand frère de tout le monde. Tu entends rarement des problèmes au Bayern, tu entends rarement ces trucs-là, alors que ça, tu les as eu au Paris Saint-Germain. Cette saison, j'ai l'impression que c'est plus calme. Il y a un mercato qui est en train de se faire aussi, qui est assez cohérent. Willou, tout à l'heure, tu as dit que que toi, le PSG, tu les vois jouer, c'est la Ligue Master. Ben oui, mais sauf que là, dans la Ligue Master, comme tu dis, après 4-5 ans, enfin, ils commencent à se débarrasser de leurs castolos. Voilà. Les castolos, c'est-à-dire les castolos là, qui étaient là, les... Comment ils s'appellent là, encore Castolo, je le garde. Castolo, je le garde pour l'émotion. Les Icardi, les Draxler, Mais oui, Espimas et Burchett et eux, c'est ils peuvent ça, s'en là aller. tu commences mais c'est vrai. à renvoyer des mecs à West Ham. Comment il s'appelle l'autre là? Thilo Kehrer. Il est arrivé à West Ham, premier match, il a fait penalty. Lui, il n'a rien compris, lui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour la première ligue. Donc c'est pour dire, il y a une cohérence, quoi. Il y a une cohérence. Donc comme je disais la dernière fois, si on fait la métaphore Top Chef, franchement, les gars sont en train de cuisiner. Hélène Darroze, elle est passée, elle a goûté un tout petit peu, elle a fait c'est bon. Et là, on attend juste la fin du plat. Mais comme je disais, le problème au PSG, c'est que le plat, il ne sort qu'en février-mars. C'est loin. C'est trop loin, en fait. Donc, on va voir ce qui va se passer cette saison. Absolument, on va voir. Et du coup, il nous reste à parler du Bayern. J'ai aussi une petite équipe dont je dirais un petit mot à la fin, le Joker. Mais le Bayern, c'est pas l'équipe dont j'ai regardé le plus de matchs. En gros, juste avant de commencer, j'ai regardé la première mi-temps contre Bochum. Et du coup, toi, tu as un peu plus de matière que moi. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle impression te fait ce Bayern? Pour moi, ils sont trop forts. Et la raison simple étant que la dernière fois, j'ai regardé le match face à Bochum, je suis là tranquillement. Et puis, comme ça, hein. Il y avait un autre match de Première Ligue, je pense, en même temps. Donc, j'ai regardé les deux matchs. Et comme ça, j'ai entendu Gravenberch. J'ai dit, putain, ils ont acheté Gravenberch. J'ai dit, vous avez acheté Gravenberch. En fait, eux, ils sont en train de rouler sur la Bundesliga avec Sabitzer. Ça veut dire qu'eux, ils roulent avec des joueurs de 2018 en ce moment sur la Bundesliga parce que Sabitzer fait un excellent début de championnat, franchement. Enfin, il est à la hauteur de ce qu'il avait prouvé quand il était à Leipzig. Après, offensivement, Sadio Mané, il se fait plaisir. Il fournit pas beaucoup d'efforts. Il claque ses buts. C'est pas compliqué. Le Roi Sané est de retour. C'est le Roi Sané de 2017, le meilleur jeune joueur en Angleterre. Le Roi Sané prime qu'on a connu, c'est lui que je vois en ce moment. Franchement, il est excellent depuis le début de la saison. Gnabry Coman, vous savez déjà, l'entente se fait à la perfection. La dernière fois, ils ont tapé les gars. Moussiala était même pas là. C'est-à-dire que je dis, franchement, le Bayern, comme j'ai dit, ils peuvent jouer sur deux championnats. Le Bayern pourrait jouer le vendredi en Bundesliga et le dimanche en Liga. Je sais pas, il pourrait, mais c'est une excellente équipe. Je pense qu'il y a une amélioration. Je pense que Nagelsmann a appris aussi. Il a peut-être pris en humilité, même s'il n'a pas l'air très humble, mais c'est pas grave. Je pense que personnellement, il a pris en humilité. Donc, moi, j'ai envie de les voir en Ligue des Champions. J'ai juste hâte qu'ils soient en Ligue des Champions, qu'ils soient dans un groupe avec un gros, ce qui va sûrement arriver, et qu'on puisse voir le Bayern un peu galérer peut-être, parce que pour le moment, franchement, eux, ils sont partis pour faire invincible aussi, hein, je pense. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Du coup, comme je te dis, moi, sur la première mi-temps contre Bochum, ce que j'ai vu, c'est un niveau de pression que Paris ne sera jamais capable d'atteindre. Pour le coup, si on essaie de comparer les deux formations, le Bayern de la première à la 45e minute, ça te prend à la gorge jusqu'au gardien avec des courses sans relâche. Et tu vois des gars qui ont des choses à prouver. Sadio Mané, pour des raisons évidentes, son gros transfert, la star de l'équipe. Il vient au Bayern pour une raison, il a des choses à prouver, il est déjà le meilleur buteur de Bundesliga, et effectivement, comme tu dis, Leroy Sané,
des actions que j'ai vues là, d'autres highlights. Le gars est parti avec un mindset différent et dans l'ensemble, tu as une équipe qui se répartit bien la charge parce que l'effectif est tellement profond. Ouais, tu parles de l'entrée de Gravenberch, il y a tellement de gars que tu peux faire jouer. Je crois Musiala joue les 2 matchs mais pas le 3e parce que Coman revient, parce que tu as Gnabry, parce que tu as Thomas Müller. Finalement, ce 4-4-2, il a l'air assez cohérent. Et là, pour l'instant, en Bundesliga, tu as 6 joueurs qui ont déjà 3 contributions décisives. Soit 3 buts, soit 2 buts, 1 passe D, soit 1 but, 2 passes D. Ça va dans tous les sens. Je crois que c'est toi qui as fait un tweet. Quasiment tous les joueurs du Bayern ont déjà marqué. Presque. Le 8 des, j'avais vu, souvent c'est 9 des 11 titulaires ou 8 des 11 titulaires ont marqué. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ils ont tous mis un but au point. C'est ça. Ils sont vraiment énervés. 20 buts en 4 matchs. Goretzka n'est même pas là. C'est ça. Donc tu as tellement de profondeur d'effectifs. Le truc, c'est que le Bayern, c'est impressionnant. Pour sûr, c'est toujours impressionnant, mais je dirais même stylistiquement, moi c'est tellement impressionnant, le football à très très haute intensité. Après, j'allais dire que c'est pas forcément surprenant, mais tu dois quand même leur concéder le fait qu'ils jouent en ayant perdu leur machine à 50 buts par saison, les Lewandowski, et qu'ils ont joué aussi des sacrées formations. Ils ont joué sur la Supercoupe d'Allemagne, sur l'ouverture de la Bundesliga, pardon. Ils ont joué Francfort, le vainqueur de l'Europa League. Sur la Supercoupe d'Allemagne, où ils plantent 5 buts contre Leipzig. Ils jouent Leipzig. Voilà, ça a rencontré Wolfsburg aussi. C'est pas le meilleur Wolfsburg de ces dernières années, mais quand même. Et Bochum, qui les avait battus 4-2 dans ce stade l'année passée, là, ils se sont fâchés, ils se sont énervés. Ils leur ont planté 0-7. Donc, le début de saison est impressionnant aussi. Juste un petit peu comme ce qu'on dit avec Paris, t'attends de les voir dans les grands moments, grandes échéances, parce que la Bundesliga, c'est différent, bien sûr. Et c'est juste que le Bayern, ils nous ont déjà habitués à des niveaux de performance similaires, à un niveau de sérieux et d'exigence et de professionnalisme similaire, alors que Paris, on les découvre presque dans ces sphères-là. Les sphères où ils devraient être depuis le début, mais c'est pour ça que le Bayern, c'est un peu moins surprenant. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Et après, on sait tout. Si ça fait 10 fois d'affilée, ils sont champions ou 11 fois, je ne sais même plus. Voilà. Moi, j'ai arrêté de compter, quoi. Comme je dis. Ce championnat-là est un championnat où j'attends encore l'exploit Jürgen Klopp, tu vois. On attend encore. Mais ouais, effectivement, on attend juste de les voir en Ligue des Champions. Et j'espère, pourquoi, je ne sais pas s'ils sont chapeau 1, chapeau 2. J'avoue, je n'ai pas vu les chapeaux en Ligue des Champions. Mais non, ils sont souvent chapeau 1, mais c'était pour voir qui est dans le chapeau 2. Mais un bon Bayern, tu vois, je ne sais pas, il y a quelques années, on avait un Bayern-Paris, c'était cool, aller-retour. Donc voilà, un gros match en tout cas entre le Bayern et un autre gros européen nous permettrait un peu plus de les juger dans un contexte différent. Mais pour le moment, j'ai l'impression que chaque week-end, ce sera bis repetita. Et du coup, juste pour finir, parce qu'on a parlé de ces 3 énormes morceaux, mais ma petite surprise du chef, c'est quand même un petit mot pour Naples. Alors, en Serie A, il y a eu moins de matchs qui ont été joués pour l'instant. Il y a 2 matchs, mais 2 victoires pour Naples et 9 buts en 2 matchs. Le truc avec Naples qui est assez kiffant, c'est que c'est une équipe qui a été totalement transformé au mercato estival, qui a perdu toute sa colonne vertébrale. Ils ont perdu Ospina, qui était fantastique la saison passée. Bien sûr, ils perdent Koulibaly, ils perdent Insigne et ils perdent Mertens. Donc, tu vois cette équipe-là, tu dis, OK, comment est-ce qu'elle va rebondir? Ça fait un peu peur. Et bah franchement, pour l'instant, sur le début, c'est la meilleure équipe de Serie A. Peut-être avec l'Inter qui est pas mal aussi. Mais ils ont pris le Géorgien, j'en avais parlé un petit peu en vidéo, mercato idéal de Serie A, le Géorgien Kvara. C'est comme ça que le commentateur du Napoli l'appelait, parce qu'il ne faut pas trop se prononcer. C'est ça, de chercher son nom pour savoir comment le dire. Kvaratskhelia, je crois. Il faut Hrvichva Kvaratskhelia. Mais il ne faut pas trop se risquer à prononcer son nom en live parce que ça peut vite déraper. En tout cas, eux, les Napolitains, ils ont déjà commencé à l'appeler Kvaradona. Parce que Varadona, c'est mignon, Varadona. Varadona, c'est très très mignon. Ben, écoute, moi j'ai hâte de voir ce que Varadona va nous donner. Est-ce qu'il va réussir à devenir meilleur buteur de ce club-là éventuellement? Mais comme tu dis, ce qui se passe au Napoli en ce moment, c'est assez exceptionnel parce qu'une équipe qui perd autant de titulaires, et des titulaires qui étaient là depuis très très longtemps, quand même, franchement, c'est pas des gars, ils sont arrivés il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils ont percé. Non, c'est des gars, ils sont là. C'est des meubles en tant que tels que tu as perdu. Donc du coup, tu dois te réameubler. Et on peut dire que quand même, le Napoli, ils ont fait de très bonnes courses parce qu'effectivement, tu as ce jeune Géorgien là qui est en train de performer en ce début de saison, pourvu que ça continue, pourvu qu'il soit épargné des blessures. Parce que bon, l'intensité quand même en Serie A, on connaît le Napoli. Ils ont l'habitude de faire des bons débuts de championnat et après, à un moment donné, ça perd un tout petit peu en intensité. Le Napoli, ces dernières années, à chaque fois, ils sont là.
Ils sont là d'habitude jusqu'à la 33e journée. Tu te dis, est-ce que c'est cette année que le Napoli va venir? Et hop, à la fin, ça crash. Mais je sens qu'il y a il y a un renouveau. Ça passe aussi à travers certains joueurs que j'ai hâte de voir. Tanguy Ndombele, on ne sait jamais. Peut-être qu'en Serie A, il va enfin réussir à... Parce que moi, le boy, je l'aime bien, moi, Ndombele. Franchement, Ndombele, ça m'a fait mal. Parce que c'est pas un tocard, quoi. C'est-à-dire, le boy, il est talentueux, mais peut-être qu'il est trop nonchalant, peut-être que c'est le Dele Alli de sa génération, je ne sais pas. Mais c'est pas un mauvais joueur, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner là-bas. Il y a le boy Simeone qui est arrivé, qui était très très bon, je pense. Hellas Vérone. Hellas Vérone, c'est ça. Exactement, le fils de Cholo. Donc, Osimhen, rien à dire. Franchement, c'est un top player, c'est un excellent attaquant. C'est un gars qui, pour moi, si les Darwin Nunez ils ont coûté les 75-80 millions, là, Osimhen, normalement, l'année prochaine, il peut coûter ce prix-là. Après, on pourra me dire la nationalité, tout ça. Le Nigeria n'est pas à la Coupe du Monde, c'est dommage. Mais ça peut aussi être un bonus pour lui. Ça peut lui permettre d'être beaucoup plus frais sur le long terme durant la saison, quand tu vois la concurrence aussi en termes d'attaquants, où tous les attaquants presque qui sont en Italie, mis à part les Italiens, vont être à la Coupe du Monde normalement. Les Lukaku, les Olivier Giroud, les Lautaro Martinez, tout ça. Donc pour moi, le Napoli, cette saison, il va falloir garder un œil sur eux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais comme je dis, j'ai encore ce petit bémol-là, comme toi tu dis, c'est est-ce qu'ils vont tenir quoi? Est-ce qu'ils vont tenir toute la saison? C'est ça, ouais. Mais en tout cas, le mercato est intéressant et ça part bien. Il y a aussi Kim Min-jae, là, le défenseur du Fenerbahçe sud-coréen, qui apparemment est en train de déjà super bien démarrer. Et Raspadori, la pépite de Sassuolo, je crois qu'il avait été dans le groupe de l'Italie pour l'Euro, un coup à la dernière minute. Donc ouais, franchement, à suivre le Napoli. Et de toute manière, la Serie A, franchement, j'ai envie de te dire, c'est quasiment devenu le deuxième championnat le plus excitant à regarder, parce que c'est très serré, parce qu'il y a une lutte pour le titre, et parce que ça joue bien, en général, avec des bons coachs, des super milieux de terrain. Donc voilà, ça aussi, ça va être cool à suivre. Voilà en tout cas, en gros, ce qu'on voulait dire pour ces 3 morceaux et demi, ces 3-4 équipes. Stan, tu avais un dernier truc à rajouter ou c'est bon pour toi ? Non, c'est correct. Merci beaucoup, merci. Et comme j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, s'il vous plaît, ne nous portez pas l'œil, ne parlez pas de nous, ne parlez pas trop de nous. Laissez-nous tranquilles, nous, Arsenal. Laissez-nous faire notre petit bout de chemin. On a peut-être des rêves à l'intérieur d'ici la fin du mercato si on réussit à recruter Neto et Tielemans. Ce serait un truc de malade. Mais pour le moment, objectif top 4, avec toute humilité, on y va calmement. Voilà, c'est tout. Et pour le reste, je m'en fous. Le Bayern, Paris, c'est votre problème. Chacun son chacun. Vous pouvez y aller. Donc, aucun commentaire sur Arsenal dans les commentaires, les amis. Mais pour le reste, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Comment vous voyez un petit peu la suite? Et voilà, on se retrouve très vite pour un prochain épisode sur la chaîne de Stan, sans doute. Je vous mettrai le lien en description, en commentaire. Abonnez-vous à fond. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour ça. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous. Peace. Ciao.